Remise du prix Éthiophiles 2020. Lauréate Beata. On découvre. On a été plusieurs à le dire. Ce qui nous a frappé, c'était une grande maîtrise. Et en fait, c'est très très rare, presque jamais vu, pour un premier livre. Beata avait déjà écrit avant des nouvelles, mais c'est pas du tout le même travail. Et surtout, l'alliance de choses qui sont souvent contraires, c'est-à-dire une sensibilité mais une grande tenue, une intensité mais une douceur, un engagement et à la fois un très grand talent romanesque. Et le roman de Beata, il se déploie dans la durée, la transmission sur plusieurs générations, comme vous venez de le dire, oui, parce qu'elle mêle un monde intérieur qui est très riche, qui est très beau, et une tentative de compréhension du monde. Voilà. Merci à vous. Ben, nous aussi, on vous remercie parce que c'est vous qui avez été la première à sélectionner. Nous, on a fait d'autres sélections, mais là, heureusement qu'il y en avait déjà une chez vous. J'ai été très sensible à ce qui est le plus proche de moi, et ce que j'ai pu vivre, à l'évocation de la maison d'enfance au début en particulier, et ceci jusqu'à la fin du livre. Et cette évocation d'une famille, de génération en génération, d'une famille étonnamment dispersée, étonnamment diversifiée et véritablement surprenante. On en arrive par moments à se demander quelle est la couleur d'un tel ou d'un tel. C'est parce que pour lui-même, on évolue, pour lui-même, on évolue d'une couleur à l'autre. De ce roman à la fois complexe et parfaitement. Voilà, je vous remercie et je vous félicite. Est-ce que c'est un Impala? Je sais pas, en tout cas c'est... Je ne peux pas vous dire parce que c'est... Il faut quand même dire que c'est Papa Diop qui a voulu absolument qu'il y ait ce totem, comme il disait, n'est-ce pas? Donc on l'avait choisi ensemble parce qu'on avait démarré depuis 8 mois au départ. Et alors on cherchait justement un animal symbolique et il me disait, cet animal-là, c'est la beauté, c'est en même temps l'intelligence. Donc pour lui, l'antilope, c'était important. C'était donc important. Voilà. Écoutez, c'est signé A. Alors, voilà. A-H. En tous les cas, c'est une artiste ivoirienne qui l'a créée, Annie Cassébian. Et je lui avais donné tous les éléments et voilà ce qu'elle nous a fait depuis le début. Donc c'est sa création depuis. Voilà. Voilà, Beata, je vous remets cet objet en vous félicitant de tout cœur. Merci beaucoup. Dans ma bibliothèque au Bonne-Place. Oh oui, ça doit être inspirateur, ça. Non, parce qu'il y a une image au début de la Blanche qui pense à sa mère comme oui. En parlant d'Impala qui est une marque de cigarettes chez nous. Oui, il y a des amis qui sont... Alors moi je continue. Donc je vous remets une enveloppe qui évidemment c'est 2000 €. C'est peu de choses par rapport évidemment avec ce que vous avez fait, parce que c'est vrai que la prix ça n'a pas de prix, un livre ça n'a pas de prix, mais on a voulu symboliquement pour remettre cette enveloppe de la part donc de l'association du prix. Merci beaucoup. Voilà. Les écrivains ne vivent pas que d'amour. C'est important de le dire, il faut le reconnaître. Attention. Je suis assez émue parce que je viens d'entendre à la fois de M. Brunel et puis de Pierre Contact. Rien que pour ça, ça valait la peine d'écrire cette histoire pour toutes les lectures, tous les retours de lecture et toutes les rencontres que cette histoire a provoqué et a rendu possible. Merci évidemment pour cette élection, ce prix. C'est un prix qui me touche particulièrement parce que c'est un prix qui est entre l'Afrique et l'Europe, entre la France et la... Bonjour Beata, c'est ça? Bon, vous avez écrit un livre qui est
là qui viennent de recevoir un prix, le prix Éthiophile 2020. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le livre? Il s'agit d'un roman, le premier roman. C'est une histoire sur 3 générations, voire 4, entre le Rwanda et la France. 3 générations, d'abord une grand-mère, et puis sa fille, la grand-mère rwandaise, grandie dans les années 50, pré- et post-indépendance. Elle va avoir 2 enfants, dont sa fille aînée, la grand-mère s'appelle Mabuata, sa fille Blanche, avec un Français. Et on va suivre l'histoire de ces 2 femmes, et puis de la 3e génération qui arrive avec le fils de Blanche, entre le Rwanda et la France, entre les années 50 et aujourd'hui, avec la question de la transmission, la question du métissage, qui sont les 2 thèmes principaux. D'accord. De tous les enfants dispersés. Moi, quand j'ai lu le titre, j'ai dit que tout le monde est concerné, mais maintenant, on est tous dispersés. Alors, c'est quoi le lien vraiment? Est-ce que c'est ouvert ou bien ça concerne que les métis? Je ne pense pas que ça concerne que les métis, parce que ça pose aussi la question de l'identité noire, de l'identité blanche, cette question de dispersion, effectivement, à un moment on cherche toujours à ce qu'il touche à l'universel. Et à travers cette histoire très particulière de cette famille-là, on peut effectivement voir ce qu'a été la rencontre entre l'Europe et l'Afrique, qui a été violente, mais qui aujourd'hui, à l'image de l'arbre, dans ce roman, l'arbre jacaranda, qui est un arbre qui a été ramené par la colonisation, finalement il y a eu quand même, malgré les souffrances, malgré les violences, il y a un arbre qui a grandi, il y a des ramifications, il y a des fleurs et il y a des fruits, et aujourd'hui il faut aussi voir les belles choses, les beaux êtres que porte le monde, que porte cette histoire, même s'ils sont parfois écorchés. Ce qui est intéressant, justement, c'est que ce côté africain, occidental, on ne l'a pas senti. Moi, je ne l'ai pas senti au départ. Moi, j'ai senti des personnages avec leur psychologie, avec leurs blessures surtout. Mais on ne se rendait même pas compte qu'on avait affaire à des gens de races différentes. On avait affaire à des gens qui avaient une très forte culture, qui voulaient partager à tout prix. Et c'est cet aspect-là que moi j'ai retenu, parce que vous en avez parlé tout de suite, c'est l'universel. On se retrouve devant l'universel, c'est-à-dire des personnages qui nous touchent, même si on n'est pas forcément ni des Rwandais, ni des Français. Et cet aspect-là où le racisme est passé complètement à côté, m'a paru vraiment intéressant, parce que là, on s'est vraiment attaché à des personnalités. Il y a toute une famille qu'on aurait pu retrouver aussi bien en Occident. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est ce côté universel. Ah, universel, ouvert, complètement ouvert. Ouais. Pour une fois, il n'y avait pas tous ces clichés, parce qu'il y en a toujours des clichés. Soit le cliché de la façon dont un blanc voit un africain, etc., ou vice-versa. Là, non, on avait en face des personnalités qui évoluaient avec leurs problèmes, avec leurs blessures. Cet aspect-là, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Je pense que je fais partie de cette génération d'écrivains et d'écrivaines qui, peut-être les générations avant, étaient plutôt dans quelque chose de performatif, où il fallait raconter son peuple au monde. Ça nous a aussi parfois enfermés dans l'idée que quand on écrit forcément sur soi, on écrit forcément notre biographie, on est en train d'expliquer l'âme de son peuple au monde, et ça peut être enfermant, ça peut être plutôt. La génération, elle raconte des histoires d'amour, des histoires de transmission, mère-fille, père-fils, et du coup, c'est aussi une façon pour cette génération d'écrivains, d'écrivaines, de réclamer notre droit à l'imaginaire, d'écrire des histoires avec des personnages à part entière qui nous représentent entre guillemets personnes, même si les 2 métis du roman se battent toute leur vie contre les représentations qu'on a. Justement, cette idée de race
Voilà, enfin, la construction sociologique et sociale qu'on a des couleurs des peaux des gens et comment chacune est amené à se défaire des représentations et de l'enfermement identitaire que la société veut lui imposer. Je vous entends toutes les deux parler de blessures et je voudrais demander s'il y a eu guérison, peut-être par l'écriture, en voyant juste qu'ici, vous parlez des femmes et des hommes qui se sont rencontrés, qui étaient à l'exact opposé et qui nient les dommages collatéraux que leurs amours d'une nuit, d'une vie pouvaient causer. Donc là, l'enfant métis est nommé dommage collatéral, tandis qu'à la fin du livre, c'est tellement dense que je vais lire que la dernière phrase. Nous sommes les rejets du jour d'après qui font mentir les langues médisantes, ceux qui fleurissent contre toute attente. Donc, pour moi, ça parle de guérison. Ah oui, la blessure est cicatrisée. Alors, c'est pas titiller sur les mots, mais moi je parlerais plutôt de rétablissement. C'est-à-dire, la guérison, c'est l'idée qu'on revient au point de départ. On ne peut pas revenir exactement comme la résilience. Alors oui, le mot résilience est beaucoup utilisé pour ce moment. C'est vrai que moi je m'en méfie un peu parce qu'il est beaucoup galvaudé et qu'il a été utilisé pour tout et pour rien. On est dans l'époque de la résilience post-Covid. Donc je fais très attention, mais j'aime bien cette idée de rétablissement, c'est-à-dire qu'on arrive à un équilibre qui n'est pas celui d'avant, c'est-à-dire qu'on a des cicatrices et on ne peut pas les effacer, ces cicatrices. Mais toute la question est de comment on arrive à avoir une vie apaisée, les uns avec les autres et avec soi-même, malgré ces cicatrices-là. C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Justement, il ne faut pas faire comme si de rien n'était ou nier l'histoire, mais on avance avec ça. Roule avec une cicatrice, c'est une blessure refermée. Mais pas oubliée. La trace. Mais la guérison, quand même, il y a toujours le passé qui revient. On est guéri au hic-et-nunc, mais on a le passé quand même qui est là, qui est présent. Il y a des traumatismes qui peuvent ressurgir à tout moment, mais toute la question, c'est comment on arrive à aimer, faire des projets, vivre malgré cela. Et surtout, c'est la question toujours de la transmission, c'est-à-dire que si on veut pouvoir être dans une transmission apaisée par rapport aux générations qui viennent, il ne faut pas avoir tout enfermé. Et justement, ce proverbe qui, tout au long du roman, c'est le coup et le couvercle du chagrin, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de souffrance dans cette famille qu'à un moment donné, les choses ont été enfermées, c'est resté là. Et toute la question de la littérature n'est pas tant de guérir que de faire parler et de mettre les mots sur la douleur. Et quelque part, c'est un premier pas vers le rétablissement. La parole littéraire ou la parole orale. Et il est dit aussi que si vous guérissez, vos ancêtres guérissent aussi. C'est beau ça. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Je pense qu'on a une responsabilité, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la responsabilité par rapport aux générations précédentes, mais on a une responsabilité par rapport aux générations futures, mais on a une responsabilité par rapport aux générations précédentes. Et c'est pas, encore une fois, cette idée un peu cliché du devoir de mémoire, non, c'est vraiment qu'est-ce que je porte d'eux en moi et comment je fais fleurir cela. Parce que malheureusement, les enfants oublient très souvent de poser des questions à leurs parents et surtout à leurs grands-parents, parce qu'ils sont enfants seulement une période de temps avec eux. Et ça, c'est un regret. Et donc, c'est les parents au milieu qui se doivent de raconter leurs parents et grands-parents à leurs enfants, qui n'ont pas eu cette curiosité, étant enfants, étant curieux du monde, mais pas assez de leurs ancêtres. On leur apprend pas tellement les enfants à poser des questions. On leur demande d'apprendre, d'écouter, de se taire. Et pourtant, la transmission entre les grands-parents et les enfants, elle est précieuse. Moi, je regrette tellement de ne pas avoir assez posé de questions à mes grands-parents. Parce que maintenant, je me passionne de généalogie et de leur histoire. Et ils ne sont plus là pour répondre. Et je n'ai que des photos noir et blanc. Joli, son nom, son date. Alors qu'en Afrique, c'est très important la relation avec les grands-parents. Moi, j'ai eu la chance justement de faire le contraire, avec un grand-père et un oncle. Ah oui. Oui, et l'oncle était très très sévère,
Et tous les autres de mon âge, hein, comme jeunes, ils se sauvaient, quoi. Ils allaient juste lui dire bonjour, voilà, mais sans plus. Et moi, je restais avec lui des fois presque la nuit entière, hein, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et il me racontait plein de choses, Et maintenant, vous êtes porteur de cette histoire, de cette mémoire-là. Voilà. J'ai pas suivi les autres, frères et sœurs et tout ça, hein, qui avaient peur de lui et tout, parce qu'il était trop sévère. Donc si on se tient, je sais pas, comme ça, il fallait qu'on se tienne droit, ou je sais pas, des choses comme ça. Hein. Alors quand on est ado, des fois presque on pleure, hein, voilà. Et ben, j'avais fait abstraction de ça. Et après coup, hein, 20 ans après, je me suis rendu compte que j'avais une chance extraordinaire. Et ils sont passés, hein, voilà, ils sont décédés les deux. Hein. Alors le grand-père c'était encore mieux parce que lui il a vécu jusqu'à 99 ans. Donc, et puis normal, jusqu'à 99 ans, il lisait, il écrivait, il étudiait, voilà. Et donc, c'est une très grande chance. Ah oui. Au début, je ne me rendais pas compte. J'étais dans, si on veut, dans le feu de l'action, presque comme la transmission orale. Hein. Mais je ne me rendais pas compte de ce que c'était. Mais après, 10-20 ans après, là, je me suis rendu compte que c'était un vrai trésor. Et voilà, ça rejoint ce que vous dites, hein. Toutes les deux. Hein, ça, dans la tradition orale, c'est ce qui se passe régulièrement dans les cours. Si j'avais pas fait ça aujourd'hui, ben, ça veut dire qu'il me manquerait quelque chose. Ah oui, bien sûr. On a encore, là où je voudrais aussi qu'elle nous explique, c'est au sujet de l'écriture, parce que moi je suis fascinée par le travail d'écriture. Et c'est ça qui m'a surtout intéressée. Et en tant que, finalement, Mendaise mais vivant en France, comment vous avez retrouvé le rythme traditionnel, les images traditionnelles, toutes les métaphores, quand on a longtemps vécu en France, retrouver tout ce que l'on retrouve dans la littérature orale. Est-ce que c'est inné ou est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus, de retrouver cette écriture traditionnelle? Alors cette langue, je la parle encore au quotidien. Oui, mais là c'est le français. C'est extraordinaire. Ça a été fluide, mais je pense que ce roman, je n'aurais pas pu commencer en écrivant directement ce roman. Ce roman, c'est... j'ai commencé en écrivant des nouvelles, oui, avec une langue que je cherchais parce que je parlais spécifiquement du génocide des Tutsis du Rwanda, même si c'était de la fiction, je me sentais de devoir avoir une langue très mesurée, très tenue, étant donné le sujet. Et ensuite, j'ai écrit un peu de poésie. J'ai publié un recueil de poèmes en prose. Et la poésie, ce roman est le fruit de cette rencontre entre la fiction de nouvelles très courte et la poésie qui m'a donné comme des ailes dans une langue. Et je pense que je crois que c'est Patrick Chamoiseau qui dit on parle des langues, français, anglais, kinyarwanda, et puis on a son langage. Et moi, mon langage, qui est ma langue d'écriture, c'est cette rencontre entre l'oralité des proverbes, des contes en kinyarwanda, la littérature française française francophone et anglophone, mais qui m'a nourri, et donc cette oraliture-là, et la rencontre entre des formes très différentes, même si voilà, je suis de la poésie, de la nouvelle, et à ce moment-là arrive cette histoire qui est une histoire imaginée, même si elle évoque une ville que j'ai connue, des thématiques que j'ai connues, et à ce moment-là arrive cette langue, et ça a été une grande fluidité pour moi, mais parce qu'il y avait eu ça avant. Parce que j'avais travaillé oui, mais vous parlez rwandais en français. Kinyarwanda. C'est ce que faisait Césaire. Et Césaire disait qu'il parlait l'africain, mais en français. Il avait créé sa langue, en quelque sorte, avec toutes les métaphores, les rythmes. Oui, mais c'est exactement et ce qui s'est passé il y a 2 ans avec... Ah oui. Donc il faut conclure. Avec David Diop qui a écrit en français, lui qui est 18e, qui a écrit en français Frère d'âme, mais avec le rythme du Wolof. C'est ça. C'est aussi cette façon-là. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire. Mais c'est ça qui... Je pense que chaque écrivain exprime son langage. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok, alors on va inviter tout le monde à acheter ces beaux livres.
Ça s'appelle Tous tes enfants dispersés. Et c'est cette ouverture qui est intéressante. Prix Oui. Théophile 2020. voilà, c'est le prix Théophile 2020. Ouais, c'est déjà en ligne. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne vraiment en 2 mots de ce livre? Pourquoi on doit acheter ce livre? Voilà. J'aime bien cette image qui dit que la bonne littérature est faite pour réconforter les gens dérangés et déranger les gens confortables. C'est un livre qui réconforte quand on est triste, et c'est un livre qui dérange dans le sens où il fait réfléchir, même si il fait voyager, il fait réfléchir, et il fait peut-être déconstruire des représentations. C'est ça. Parce que je pense que c'est très bien. Merci Beata et Et attends, on se reverra. bonne route. Hein, c'est sûr, hein? Oui.